Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'Académie digitale des PME. Je vais laisser la main à Éric Pradier et à Violaine Fontaine qui vont vous parler des réseaux sociaux et des clés pour pouvoir les utiliser efficacement dans votre TPE-PME. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être nombreux puisque nous sommes déjà, vous êtes déjà une cinquantaine. Donc, bienvenue sur ce webinaire. La plupart d'entre vous nous connaissent déjà puisque nous sommes DigiSpin en partenariat avec nos amis de la CPME sur ce programme d'Académie digitale des PME depuis plus de 2 ans maintenant. Et donc, nous avons organisé, je crois, une cinquantaine de webinaires pour vous aider à relever au mieux les défis et à prendre les opportunités du digital. Donc très rapidement, pour rappeler à ceux qui ne le savaient pas, mais nous sommes finalement un cabinet de conseil virtuel, si je puis dire, puisque nous sommes un petit noyau d'associés qui avons créé DigiSpin, dont Violaine et moi. Et nous sommes entourés d'environ 150 consultants qui sont eux-mêmes indépendants et très habitués, très expérimentés dans l'accompagnement des petites entreprises, des TPE, des PME. Donc, c'est un petit peu la combinaison d'un noyau de gens très expérimentés et d'une communauté très large de gens qui, eux, ont tout à fait l'habitude et la pratique pour accompagner les entreprises plus petites. Et tout ceci pour vous aider à tirer avantage ou même à maîtriser le digital et surtout ses évolutions. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. J'ajouterai simplement que tirer avantage du digital dans toutes ses dimensions, c'est bien entendu être accompagné pour le faire par des gens qui connaissent à la fois les principes du business, si je puis dire, et qui connaissent bien et qui sont même très à l'affût et très en avance sur la connaissance de l'état de l'art en ce qui concerne le digital. Ça s'accompagne aussi d'activités de formation et de sensibilisation, puisque nous offrons ça également toujours grâce à des consultants qui savent expliquer, qui savent former, qui savent sensibiliser. Et je dois ajouter qu'une des évolutions majeures, comme vous le savez aujourd'hui, c'est que au-delà de la digitalisation, l'intelligence artificielle permet également d'ajouter des facilités, si je puis dire, et donc c'est un domaine sur lequel nous nous consacrons de plus en plus. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Violaine Fontaine, qui est donc, comme je le disais, une de nos associées, qui est déjà intervenue d'ailleurs dans le cadre de ce webinaire, et qui a cette double compétence dont je parlais, c'est-à-dire une connaissance très approfondie, une pratique même très approfondie du métier du marketing, et qui combine ça avec un intérêt très fort et donc une compétence très forte sur l'évolution de l'état de l'art, des outils, des solutions qui sont proposées aujourd'hui pour pouvoir combiner les principes de marketing, mais en même temps mettre en œuvre les outils, les solutions les plus avancées pour vous permettre un marketing efficace, peu coûteux et différenciant. Donc Violaine, je te passe la parole. Merci. Juste peut-être 2 secondes, je vous explique. Donc, Éric a rapidement présenté qui j'étais. Effectivement, en fait, moi, ça fait 35 ans que je suis en activité. Du coup, en fait, je combine pas mal d'expertise, d'expérience et de retour d'expérience, et je suis aujourd'hui en accompagnement en fait des dirigeants sur l'alignement entre la stratégie et les opérations, et notamment dans le domaine du marketing, mais pas que, puisque je travaille sur l'ensemble du parcours client. Aujourd'hui, ce que je vous propose, en fait, c'est de remettre un peu en perspective les réseaux sociaux pour vous aider, en fait, à les exploiter utilement et efficacement, en fait, au service de vos marques, de votre notoriété, votre business. On va passer rapidement sur la tendance des réseaux sociaux et on rentrera plutôt dans le mode opératoire et finalement comment on manipule tout ça pour le mettre au service de la croissance de l'entreprise. Alors, en fait, je voulais juste faire un petit intro qui dit que aller sur les réseaux sociaux, en fait, on n'y va bien sûr pas que pour le plaisir, même si certains prennent beaucoup de plaisir à être sur les réseaux sociaux, mais que c'est vraiment au service de la stratégie de l'entreprise et que ça doit être déployé en fonction des enjeux, en fait, de votre marque et de votre stratégie, en fonction de vos cibles et en fonction de vos objectifs. Et en fait, il faut toujours remettre en perspective, en fait, ce qu'on fait en marketing et encore plus sur les réseaux sociaux parce que ça peut être très chronophage, en perspective, en fait, de ce que ça va réellement vous apporter pour soutenir, en fait, vos enjeux stratégiques.
Je pense, enfin, j'ai mis les réseaux sociaux incontournables. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus aujourd'hui. Je vous ai mis quelques chiffres. Alors, je vais passer assez vite là-dessus parce qu'en fait, à la fin du diaporama, vous aurez en fait un lien vers un guide qui est un guide en fait de e-commerce nation sur le guide des réseaux sociaux 2024. Vous avez énormément de choses en fait qui sont très bien expliquées pour rentrer en détail réseau par réseau si vous le souhaitez. Et ce que je voulais juste vous dire, c'est que aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on n'a même plus de limite d'âge, en fait. Par contre, en fonction en fait des âges et du secteur d'activité, vous avez certains réseaux sociaux qui sont plus présents que d'autres. Vous avez aujourd'hui des réseaux sociaux qui sont un peu à la baisse, d'autres qui sont à la hausse, mais on va regarder tout à l'heure en fait le poids de chacun et que les gens en fait utilisent, et c'est vraiment cette petite partie là qui est importante, utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui comme première source d'information sur les marques. Donc là où il y a quelques années, on était plutôt sur du Google Search, en fait, on faisait de la recherche Google. Aujourd'hui, en fait, c'est vraiment les réseaux sociaux qui sont utilisés pour aller se renseigner, chercher de l'information sur les marques. J'ai déjà Frédéric qui pose des questions très précises. On verra les questions à la fin, si vous voulez bien. Alors, sur le top 10, il faut quand même, il y a beaucoup effectivement, donc là notamment Frédéric interpelle sur des nouveaux réseaux que pour tout vous dire, je n'ai absolument pas pratiqué pour l'instant. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que les réseaux sociaux, c'est une surface publicitaire et il faut raisonner vraiment aussi audience. Alors, je vais mettre un tout petit bémol à ça, c'est qu'il faut raisonner audience, sauf si vous êtes sur des marchés de niche avec quelques communautés bien identifiées qui peuvent être sur des réseaux de niche en fait. Mais il faut raisonner audience puisque c'est une surface publicitaire. Aujourd'hui, Facebook, même si c'est un peu en déclin, est toujours en tête aujourd'hui du trafic. Instagram est très présent. Enfin, donc là, je vous ai fait le top 10 que vous voyez à l'écran. Et vraiment, je vous renvoie vers le guide des réseaux sociaux 2024 d'e-commerce nation parce que vous avez ces petites fiches en fait qui sont extrêmement précises, qui vous disent en fait quel est le taux d'engagement, quelle est la répartition en fait par genre et potentiellement par âge aussi sur les réseaux, qui vous donnent quelques conseils, par exemple sur Facebook en fait de publier du contenu visuel, mais en même temps, c'est vrai sur Facebook, c'est vrai sur Instagram, c'est vrai sur tous les réseaux. Et là, tout à l'heure, on passera plutôt sur les moyens, en fait, c'est comment on y va dans le bon sens. Mais vraiment, dans ce réseau, vous avez énormément d'informations. Donc, le panorama, je vais passer assez vite parce que c'est pas là-dessus que j'ai plus de valeur ajoutée, sachant qu'il y a déjà beaucoup de littérature et que ce qui est intéressant, en fait, quand on décrypte après plateforme par plateforme, c'est plutôt de le mettre en perspective de votre marque et de vos publics et de vos enjeux. Il y a les réseaux sociaux, mais en fonction, il ne faut pas oublier aussi, en fait, sur le web, vous avez aussi les messageries instantanées. Alors là, c'est les communautés. J'ai inversé thématique communauté. Les messageries et les communautés. Les messageries prennent beaucoup d'ampleur aujourd'hui dès qu'on est dans une relation de service avec ses clients. En fait, aujourd'hui, les services clients se déportent de plus en plus sur les messageries instantanées. Et il faut en tenir compte parce que ça aussi, ça change les habitudes et c'est un canal qui devient vraiment un canal privilégié en fait de relations et de service client. Sur les communautés, en fait, ce qui est vraiment important, c'est il y a dans certains secteurs d'activité des communautés qui sont incontournables en fait. Si vous êtes dans le jeu Twitch et vous ne pouvez pas passer à côté, il y a Flickr pour les passionnés de photos. En fait, il y a un certain nombre en fait de communautés thématiques en fait. Et si vous en avez sur votre marché, c'est vraiment des endroits privilégiés pour créer un lien fort avec des communautés sur des centres d'intérêt très précis. Bien entendu, les annuaires, en fait, les annuaires donc thématiques aussi. Si vous êtes en fait je sais pas, vous avez un point de vente ou si vous avez un point de restauration, etc. Bien entendu, ces annuaires-là sont hyper importants puisque le premier réflexe quand on est dans un quartier, par exemple, si on cherche un restaurant, on ouvre Google Maps et on regarde s'il y a dans le coin et on regarde les notations. Donc, il faut vraiment pas négliger cet aspect-là. Et si vous avez une logique en fait de point de vente et de zone de chalandise, de vraiment bien travailler avec Google My Business en fait pour être très très présent et bien travailler sur vos notations. C'est assez rapide sur le panorama, mais vraiment je vous engage à télécharger ce guide réseaux sociaux là 2024. Vous avez vraiment plein d'infos. Après il y a d'autres guides qui existent en fait, mais celui-ci est assez complet et assez pragmatique. Règle absolue, ne pas s'éparpiller. Vraiment, il vaut mieux cibler un seul réseau, mais y aller vraiment résolument, plutôt que de vouloir saupoudrer sa présence en fait sur beaucoup de réseaux, parce que
sauf si vous êtes hyper dimensionné et que vous avez beaucoup de moyens, vous n'allez pas pouvoir le faire de façon suffisante en fait sur chacun des réseaux, et aussi en adoptant les codes, puisque chaque réseau a ses propres codes et a ses propres tons et ses propres formats en fait. Donc en fait, c'est vraiment très coûteux de faire ça. Et il y a vraiment une nécessité absolue, c'est régularité de publication, réactivité relationnelle et s'inscrire dans le temps long. On ne fait pas du one shot en fait, c'est-à-dire que vous construisez une relation quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Du coup, en fait, il faut publier régulièrement. Vos messages ne sont quasiment jamais vus. Enfin bon, il y a toute une mécanique qui se met en place qui fait que si vous publiez pas régulièrement, donc au bon rythme et sur du temps long, en fait, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. Et la réactivité relationnelle est très importante, notamment dès que vous êtes, je parlais des annuaires tout à l'heure, dès que vous avez des avis, en fait, de remercier. En fait, vous êtes vraiment dans une relation, donc de remercier, de traiter les avis qui sont négatifs, parce qu'une marque, même si l'avis négatif est fondé, une marque qui répond est une marque en fait qui considère les gens. Et du coup, en fait, vous pouvez atténuer et quand même rester dans une logique relationnelle de bon niveau, même si les avis étaient un peu désagréables. Pas d'improvisation, c'est-à-dire que, en fait, sur on y viendra tout à l'heure, mais en fait, ce que les gens cherchent sur les réseaux sociaux, c'est pas ce que forcément les marques essayent de faire. Et du coup, il faut vraiment bien comprendre en fait vos clients, mais c'est un peu là j'enfonce un peu des portes ouvertes, je suis désolée, mais c'est vraiment un point d'entrée, c'est de bien comprendre en fait votre marché, vos clients, les enjeux en fait de travailler sur les personas. Si vous avez aussi commencé à travailler sur des valeurs, sur une mission, sur une raison d'être, tout ce qui fera en fait que vous serez authentique et vraiment bien connecté en fait aux attentes de vos cibles privilégiées, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aussi là identifier quelles sont vraiment les personnes qui font mon business et celles sur lesquelles je dois vraiment apporter une attention forte dans cette logique de réseaux sociaux. Et c'est vraiment fondateur et c'est ce qui va vous permettre en fait très vite de gagner en performance et en puissance. Donc, être pertinent, c'est ce que je viens de vous dire, persona, c'est vraiment le client idéal. Il y en a pas, faut pas travailler sur 50 000. Là aussi, c'est un petit travail à faire en amont, en fait, de prise de hauteur, de dire, mais finalement, qui fait mon business? J'ai des clients qui me disent, bah oui, mais moi, dans l'entreprise, je parle au DRH, je parle au DG, je parle au DAF, etc. Donc, ils sont tous, en fait, des personas. Puis, il y a les petites boîtes, et puis, il y a les grosses boîtes, et puis après, il y a ceux qui sont dans, voilà. Et bah, oui, mais en fait, à un moment, qui signe, en fait? Et peut-être que, en fonction des activités, rentrer juste par le DAF ou par le DRH, c'est peut-être beaucoup plus puissant, ou rentrer par le DG parce que vous êtes sur une offre en fait qui peut-être est un peu plus coûteuse, etc. Mais vraiment, allez-y en fait de façon avec des cercles concentriques, c'est-à-dire en commençant vraiment par les personas clés, et ensuite, si vous avez du budget, des moyens et aussi enfin, la bande passante pour le faire, de descendre sur les autres personas. Attention aussi de ne pas extrapoler ses propres convictions, ça notamment quand je travaille avec les étudiants dans les écoles, attention de ne pas plaquer sa vision du monde et de ne pas avoir des avis arrêtés sur les choses. Moi, c'est pas parce que j'ai des cheveux blancs et que j'ai plus de 50 ans que je ne suis pas une cible sur les réseaux sociaux, c'est pas pour autant qu'aussi je suis pas sensible à des sujets de RSE, etc. Et c'est vrai que parfois on a tendance à être un peu rapide en plaquant en fait ses convictions. Il faut vraiment aller dans la vraie vie des clients sur ce qu'ils pensent eux vraiment et pas plaquer ce qu'on pense nous, puisqu'on pense tous différemment. Et vraiment, ce qui est important à décrire quand on est dans cette logique de persona, c'est aussi quels sont les canaux de communication naturels en fait. C'est-à-dire que en fonction des âges et en fonction même des zones géographiques, etc., les gens sont pas à l'aise de la même façon avec les mêmes outils. Alors schématiquement, là, j'accompagne un client en fait qui est dans le service téléphonique. C'est vrai que service téléphonique sur des populations comme les miennes, ça marche. Sur des jeunes, en fait, le téléphone, ça devient vraiment compliqué. Donc, si votre cible se rajeunit et que vous êtes toujours sur des services téléphoniques, attention, vous risquez de décrocher par rapport à l'usage même en fait de vos clients. Et c'est la même chose sur les réseaux, donc de bien choisir aussi les réseaux par rapport en fait aux préférences clients en termes de com et de mode d'information. Être authentique, c'est vraiment super important. Vraiment, et là il y a des chiffres aujourd'hui qui disent que les consommateurs en fait sont vraiment sensibles au contenu authentique, même s'il n'est pas
hyper paillettes et hyper vendeur, le fait d'être authentique sur soi, sur sa posture, sur ce qu'on est, peut-être même sur des difficultés, etc., va aller toucher les émotions et va aller convaincre et séduire. Et il ne faut pas essayer de raconter une histoire qui n'est pas la vôtre, en fait. Parce que ce storytelling, s'il est transparent et authentique, en fait, va aller toucher les gens, en fait, vraiment dans leurs émotions. Et c'est quand on touche les gens dans les émotions, en fait, qu'on crée de la relation. Et il y a même des études qui disent, vous voyez, 73% préfèrent payer plus cher un produit si la marque fait preuve de transparence. Bon, après, on peut challenger les chiffres et on peut challenger le mot transparence, mais en tout cas, on voit qu'il y a une appétence en fait au discours vrai, ce qui n'est pas forcément le cas sur les réseaux sociaux. Quand on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression que tous les gens ont des vies magnifiques et qui passent leur vie au soleil et à faire des trucs incroyables, mais c'est pas la vraie vie, ça. Et en fait, si c'est pas la vraie vie et que c'est perçu comme pas étant la vraie vie, du coup, vous n'êtes plus crédible, en fait. On ne vous écoute plus. Publier au bon rythme, ça c'est super important en fait. Alors j'ai laissé ces chiffres qui datent de l'année dernière, j'imagine que ça a augmenté, mais donc 1 minute sur le web, en fait, c'est un nombre de publications qui est absolument colossal. Ce qui veut dire en fait que là, on est vraiment dans cette logique publicitaire. Pour qu'une personne en fait s'intéresse à vos posts, quelle que soit la plateforme, déjà il faut que le cerveau ait capté que le logo de votre marque ou que le nom de votre marque l'intéresse. Déjà, tout ce travail-là, qui est un travail juste en fait d'éveiller l'attention, il peut être très long. Et vous allez publier, il faut vraiment publier au bon rythme. Et on voit qu'il y a des contenus, en fait, sur LinkedIn, on dit qu'un contenu, ça dure 24 heures. Sur X, c'est instantané, en fait. Votre contenu, vous le publiez, les gens, en fait, s'ils ne sont pas à ce moment-là, ils ne le voient pas. Alors après, il y a des algorithmes, il y a des façons de targeter, etc., mais ils ne le verront pas. Et si en plus, votre marque, pour l'instant, ne fait pas écho dans leur tête, si le cerveau n'a pas capté, en fait, de toute façon, ils ne vous verront pas. Donc il y a vraiment toute une logique en fait de régularité et d'être en fait dans le bon rythme par rapport au réseau. Donc ça aussi c'est un point à prendre en considération quand vous allez choisir le réseau sur lequel vous allez. Si vous n'avez pas les moyens et la ressource de publier au bon rythme, il faut se poser la question de l'utilité d'être sur ce réseau parce que vous risquez de ne pas du tout être visible en fait. Donc il y a vraiment en fait une analyse en fait et une remise en perspective en fait de votre capacité à faire, des codes et des rythmes de publication sur les réseaux et du coup en fait de la pertinence pour vous d'y aller pour être vu et entendu puisque ça va vous coûter en temps et en argent. Les bons contenus, donc là, enfin, on est vraiment, je suis désolée, s'il y a des gens qui font du marketing, ils doivent se dire, en fait, elle est sympa, mais elle me reprend le bon manuel du marketing. Mais les bons contenus, en fait, c'est vraiment important. Et c'est très difficile à faire. Et moi-même, j'ai passé 30 ans dans la direction marketing, et notamment le marketing de l'offre. Arriver à parler de son offre sans parler de fonctionnalité, mais en parlant, en fait, vraiment d'usage et de valeur d'usage, c'est un exercice qui n'est pas facile, en fait. Mais par contre, c'est important. Et aussi sur les réseaux sociaux, ce qu'il faut bien voir, c'est que les gens, finalement, ils viennent se divertir sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire qu'à un moment, il faut aussi accepter peut-être d'avoir des contenus moins sérieux et de trouver une façon de parler de son offre et de ses produits qui correspond en fait à ce que la personne vient chercher sur le réseau. Donc de l'information certes, mais dans une certaine posture en fait. Le plus crédible, et là encore, c'est pas une nouveauté, mais le plus crédible, c'est les contenus qui vont être écrits par vos clients. On sait bien quand on est une marque, ce qu'on cherche, c'est les preuves, hein, donc c'est les témoignages, c'est les verbatims, etc., toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, si vous arrivez en fait à créer une relation de qualité avec vos clients, vous pouvez en fait avoir des clients qui deviennent ambassadeurs de vos marques, qui vont eux-mêmes en fait publier du contenu. Et un client qui publie un contenu a 10 fois plus de portée en fait de recommandation, ce qu'on appelle l'advocacy, qu'une marque qui publie. Une marque qui publie, forcément la personne voit le contenu de la marque, c'est partisan. Une marque qui publie et avec des personnes qui relaient, là, vous augmentez vraiment potentiellement votre crédibilité, l'écoute et votre audience. Il faut savoir, par exemple, sur LinkedIn, pour ceux qui sont plutôt dans des contextes B2B, la marque qui publie sur LinkedIn, bien sûr, après il y a une audience, on va monter en nombre d'abonnés, etc. Mais dès que les collaborateurs commencent à relayer les contenus ou à publier des contenus, vous avez 8 fois plus de présence et 10 fois plus d'audience en fait. Donc c'est énorme le fait d'arriver à capitaliser sur en fait les vraies personnes.
et notamment sur ce qu'ils appellent donc les contenus UGC, c'est généré par en fait les utilisateurs. Bien sûr, ça impacte plus fortement les comportements d'achat. Il faut aussi, toujours dans ces logiques réseaux sociaux, c'est pas que Google, cette logique de SEO en fait, de mots-clés. Il y a aussi de la recherche en fait sur les réseaux sociaux, donc c'est hyper important quand vous publiez vos contenus que les mots-clés qui sont ceux qui vont être naturellement exprimés par vos clients dans une logique de recherche et par vos prospects, ces mots doivent se retrouver de façon très importante dans vos contenus. Donc là encore, c'est encore un petit travail amont à faire, c'est finalement quelqu'un qui est intéressé par moi, comment il va le dire sur les réseaux sociaux. Si par exemple, je prends un exemple que j'ai côtoyé longtemps, c'est rare que quelqu'un mette: «Je cherche un outil de comptabilité efficace». Il va plutôt mettre: «Je veux, gérer la fin de mon exercice fiscal». En fait, il va parler métier, il va pas parler fonctionnalité et du coup, ces mots-là, il faut vraiment les décoder pour arriver en fait ensuite à les mettre dans vos contenus pour que ils remontent très haut dans les recherches que feront vos prospects, sur les réseaux sociaux. Ce qui est important aussi, donc, c'est l'adéquation entre le réseau et le format. Il y a certains réseaux, où vous allez pouvoir être très textuel, comme, X. Il y a des réseaux sur lesquels vous pouvez être très en images, comme Pinterest et comme, Facebook. Il y a des réseaux sur lesquels, si vous n'êtes pas en vidéo, vous ne serez pas vu, en fait. TikTok, si vous n'êtes pas sur de la vidéo, c'est pas la peine d'y aller, en fait. Donc le contenu aussi et le format en fait du contenu est hyper important par rapport au réseau où vous allez. Et là encore, en fait, quand on parle de contenu, par exemple vidéo, il faut pas être dans une logique d'exigence terrible. On n'est plus il y a 30 ans ou 20 ans ou 15 ans ou même 10 ans où on prenait des boîtes de prod, et cetera, pour monter en fait des images. L'authenticité fait aussi qu'aujourd'hui, vous pouvez être sur des contenus iPhone, il n'y a pas de souci, vous pouvez, enfin smartphone, vous pouvez, filmer en fait avec vos téléphones, mais en tout cas, il faut respecter le code du format en fait. Bon, au bon moment, là on va passer vite, mais effectivement sur les réseaux sociaux, vos publics ont des moments privilégiés sur lesquels ils vont prendre le temps d'être sur le réseau. En fonction des cibles, des métiers, des milieux, c'est très différent. Effectivement, si vous êtes en B2B, la logique voudrait que, a priori, c'est pas le samedi et le dimanche que les professionnels vont sur les réseaux sociaux. Et en même temps, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, c'est là qu'on a du temps et que sur certaines catégories, notamment les dirigeants, des contenus publiés le week-end, c'est pas forcément inintéressant. Donc, mais il faut aussi se poser ces questions-là quand on identifie en fait les personas. C'est finalement à quel moment ils vont là où je vais publier. Est-ce que c'est le matin dans le métro? Est-ce que c'est entre deux cours à la récré? On n'a pas le droit au portable dans les cours de récré, mais bon, ça en tout cas, bien identifier les moments pour en fait publier au moment où les gens sont sur les réseaux sociaux. Après, c'est pas une science exacte et en tant que marketeur, on est beaucoup en discussion en fait. «Et toi, tu publies quand? Ah bah moi je fais ça le mardi, ah bah moi je fais ça le jeudi. Ah non, mais moi j'ai vu que le vendredi midi ça marchait bien». Et là, on est beaucoup aussi dans du test and learn. En fait, quand on est sur les réseaux sociaux, il y a une importance capitale au pilotage, mais on y reviendra un peu plus tard. Les hashtags aussi, les hashtags en fait, ça sert, vraiment à s'inscrire dans des fils de discussion. C'est-à-dire que quand vous mettez un hashtag, en fait, c'est que vous allez toper un mot qui va permettre dans cette recherche, en fait, de vous faire remonter sur des fils de discussion qui ne sont pas forcément les vôtres. Donc c'est important d'en avoir. Il ne faut pas en avoir trop, mais il faut avoir les bons. Et quand on en met beaucoup, en fait, si on en met trop, ben on va enfin on risque de passer inaperçu, on va s'accrocher à des fils de discussion qui sont pas forcément les bons. Et j'ai vu aussi des marques, en fait, qui, étaient assez, innovantes sur des concepts. C'est bien d'être innovant sur un concept, à un moment et qui mettaient des hashtags avec le mot de ce concept, sauf que ce concept, en fait, dans la vraie vie, n'était pas du tout dans leur référentiel métier. Donc en fait, ils étaient plutôt dans un secteur un peu industriel et le concept qu'ils avaient mis en place était de l'univers de la décoration. Donc c'était bien de mettre ce hashtag, sauf qu'en fait, quand les gens, en fait, tapaient ce mot, ils tombaient dans un univers de décoration et plus du tout dans cet univers industriel. Donc même si le principe était bon, en fait, attention à l'exploitation, en fait, des mots, et notamment dans les hashtags. Et vraiment, enfin, sur cette partie-là, en fait, et là encore, on peut être vraiment en test and learn, et en tout cas, ça vaut le coup. C'est quand vous avez des mots que vous voulez ressortir en hashtag, c'est vraiment en fait de les tester, c'est-à-dire aller sur le réseau sur lequel vous voulez aller, taper ce mot, hashtag le mot, et voyez ce qui remonte en fait. Euh,
Ensuite, j'étais en train de regarder les questions en même temps. Je vois pas, je comprends pas tout. Et oui, je crois que vous aurez les slides ensuite. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont raté le début. Alors, la bonne stratégie. Donc, pour y aller, bien sûr, c'est parce que c'est exister, se démarquer au cœur de son écosystème. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, il faut vraiment les exploiter à la fois dans une logique de notoriété, mais aussi dans une logique de vente. Aujourd'hui, on vend sur les réseaux sociaux. Et vos prospects et clients, quel que soit votre domaine, ils sont, c'est sûr, et vont se renseigner là-dessus. Donc, je vous donnais un chiffre tout à l'heure, en fait, a priori, 87%, en fait, les gens qui entrent en contact avec vous ont déjà tous fait des recherches sur Internet par rapport au domaine qui les intéresse et au sujet qui les intéresse. Et on dit même en B2B que quasiment 80% de la décision est prise. En tout cas, les gens ont fait suffisamment de recherches pour faire une shortlist sur qui ils vont solliciter en fait en appel d'offres. Et ils ont déjà un avis, une intuition, enfin un sentiment sur la marque qui leur plaît le plus par rapport à ce qu'ils ont lu. Donc c'est hyper important. Et en plus, parce que j'ai aussi entendu, en fait, et notamment dans des milieux industriels, sur des clients que j'ai accompagnés en disant: «Mais non, mais de toute façon, dans mon domaine, on dit tellement de bêtises sur les réseaux sociaux que je préfère pas y aller, je veux pas participer à ce débat». Mais en fait, je comprends que ce soit agaçant, mais c'est une erreur de pas y aller parce que si vous n'y allez pas, vous n'avez pas de part de voix, vous n'existez pas. Et à un moment donné, vous pouvez aussi être dans une posture où vous allez apporter des éléments peut-être contradictoires, votre position, etc. Et vous faites valoir votre part de voix. Mais si vous n'y allez pas parce que vous dites c'est vraiment le bazar et je ne veux pas contribuer à ça, en fait, vraiment, vous vous amputez en fait de notoriété et d'image, vous n'existez pas. Donc malheureusement ou heureusement aujourd'hui, parce que c'est quand même hyper puissant, votre notoriété virtuelle est vraiment hyper importante avant même d'être en relation directe avec des gens et il faut vraiment y aller résolument. Alors je ne sais pas si dans l'assistance là, j'ai des gens qui sont encore en hésitation sur le fait d'y aller, mais en tout cas, je vous encourage vraiment à lever ces hésitations parce que si vous en avez, en fait, vous pénalisez et vous passez de leviers d'action qui sont extrêmement importants. Donc, ce que je vous disais, donc sur les réseaux sociaux, il y a les enjeux relationnels et les enjeux business, visibilité, notoriété, réputation. Il y a des domaines aussi sur lesquels vous devez gérer votre relation client en temps réel, notamment si vous êtes un restaurant. Les avis, en fait, il faut vraiment les gérer tout de suite. C'est-à-dire tous les jours, il faut que vous passiez du temps pour aller, en fait, vérifier que vous n'avez pas des mauvais avis ou que vous avez des bons avis pour remercier, en fait. C'est-à-dire que comme vous êtes dans une dimension relationnelle, on est vraiment, quand on est, en fait, sur les parcours, le minimum, c'est accueillir et remercier, en fait. C'est le début de la relation. Et ce qu'on fait naturellement dans la vraie vie physique vaut aussi dans la vie virtuelle, en fait. Et ensuite, vous avez des enjeux business, bien sûr, en fait, pour aller, notamment si on est en B2B, pour aller chercher des leads, pour multiplier, en fait, les liens entrants, les appels entrants, les formulaires et tout l'enjeu aussi sur les réseaux sociaux, notamment dans les environnements B2B, c'est vraiment d'aller capter de la data, c'est d'aller capter, en fait, de l'email, c'est d'avoir le bon niveau, en fait, de ce qu'on appelle de call to action, en fait, de prise de contact avec vous pour que vous soyez le plus rapidement possible en capacité de capter un email pour rentrer en relation directe avec la personne, de personne à personne en fait. Si vous êtes en B2C, la démarche est un peu différente, mais par contre, vous êtes aussi très tributaire en fait des réseaux sociaux pour aller créer du trafic dans votre point de vente ou sur votre marque ou sur votre site. Et les réseaux sociaux aussi, en fait, ce qu'on minimise parfois aussi, c'est la partie veille. C'est intéressant, en fait, de régulièrement d'aller benchmarker ses concurrents et de regarder ce qu'ils font sur les réseaux sociaux et de mettre en place des petits outils de veille, en fait, qui vous permettent, en fait, de voir, de vous inspirer, peut-être sur certains secteurs d'activité, notamment quand on est dans les domaines techniques ou industriels, d'identifier une innovation que vous n'auriez pas vue et qui pourrait vous poser des problèmes, en fait, en clientèle, en fait, en tout cas, qui vont vous être avec des nouveaux arguments qui vont vous être opposés. Donc,
pour les identifier. Et le benchmark est aussi intéressant en élargissant un peu par rapport, en fait, éventuellement à des marques qui vous inspirent, pour un peu sortir, en fait, de votre univers et de dire: en fait, cette marque-là m'inspire, la relation, ce qu'ils ont créé, en fait, c'est dans mon ADN, c'est ça que je veux faire, et ben, je vais regarder, c'est pas exactement un concurrent, c'est peut-être même pas du tout un concurrent, on est peut-être dans un domaine totalement différent, mais c'est inspirant et ça permet aussi d'ouvrir un peu l'esprit et d'aller se projeter, en fait, sur des dimensions qu'on a peut-être perdues de vue parce qu'on est vraiment la tête dans le guidon, le nez dans ses propres dossiers, ses propres affaires, et qu'on a besoin de cette prise de recul et de cette prise d'air. Il faut s'en servir aussi pour ça. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous êtes en B2B, en B2C, donc là, je vous ai fait un schéma qui est un peu macro parce que tout est discutable et tout peut être challengé, hein. Mais en tout cas, il y a des domaines d'activité sur lesquels c'est non négociable, il y a des domaines d'activité sur lesquels l'impact est plus relatif, et il faut remettre ça après dans un contexte de plan d'action global, en fait. Et dans votre plan d'action global, vous avez des leviers qui vont devoir être actionnés à différents niveaux en fonction de votre marché. Le levier réseaux sociaux, si vous êtes en B2C sur un marché de masse avec une forte concurrence, il est ultra important. Le réseau social dans une logique B2B sur un marché de niche, il est peut-être beaucoup moins important, et c'est peut-être d'autres actions qu'il faut activer en priorité. D'accord ? Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous soyez présent sur le web au global, en fait. Mais après, il faut articuler le site, le réseau, et ce que vous allez pouvoir faire, en fait, en communication plus directe. Donc, il faut vraiment toujours remettre ça en perspective, en fait, de vos enjeux, de votre marché, pour trouver la bonne mesure et ne pas vous éparpiller et ne pas... j'arrive souvent, en fait, aussi dans des entreprises où oui, non, mais de toute façon, on a déjà essayé, puis ça marche pas, et puis on a fait ci, puis on a fait ça, puis ça marche pas. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a eu plein de tests, mais peut-être pas suffisamment dans la durée et avec pas suffisamment d'analyse pour savoir exactement si ça marchait ou si ça marchait pas. Parce qu'il y a des choses effectivement qui marchent pas, qu'il faut arrêter, mais il y a des choses qui marchent pas parce qu'il faut juste refaire un peu de tuning, parce qu'il y a un truc qui avait été mal imaginé. Donc en fait, c'est là qu'il faut s'inscrire dans le temps et c'est là qu'il faut piloter, et on est vraiment toujours dans des logiques de test and learn. Donc la tranche d'âge, donc là il y a l'impact générationnel, donc maintenant toutes les tranches d'âge sont sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de débat. En revanche, en fonction de ce que vous voulez faire, en fait, du réseau social, en fait, il va avoir plus ou moins d'importance. C'est-à-dire que oui, aussi les seniors sont sur les réseaux sociaux et peuvent et voient des choses. Et en plus, pour certains, ceux qui ont plus de temps, qui sont à la retraite, ils passent du temps. Pour autant, c'est pas sur un réseau social qu'ils vont vous contacter, en fait. Les jeunes, en revanche, sont sur les réseaux sociaux et vont en priorité vous contacter sur un réseau social parce qu'il n'est pas question qu'ils décrochent un téléphone ou qu'ils remplissent un formulaire. C'est assez déroutant parfois de voir sur des jeunes que quand on essaye de les rentrer dans des outils informatiques, alors qu'ils sont censés être digitaux natifs et hyper agiles sur l'informatique, vous les rentrez dans un logiciel, par exemple, de CRM, ils sont perdus, en fait. Donc, en fait, il y a aussi, du coup, en fonction des générations, en fait, du mindset, en fait, un état d'esprit et une tournure qui fait que il y a des choses que vous pouvez faire, des choses que vous ne pouvez pas faire, ou en tout cas où c'est peut-être moins la peine d'investir. Donc, il faut vraiment aussi avoir toujours une lecture de finalement quel réseau je vais investir et pour quelle cible et pour quel usage, en fait. Il y a vraiment une logique d'usage aussi derrière. Ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, il y a les réseaux sociaux des deux côtés du miroir. Il y a ce que en fait les personnes font, en fait, utilisent les réseaux sociaux pour une raison, et les sociétés l'utilisent en fait dans une logique plutôt mercantile. Et il faut faire le parallèle entre les deux parce qu'en fait, les gens, ils veulent de l'inspiration, ils veulent aussi se faire valoir, un peu de reconnaissance et de l'information. Et ils sont plutôt dans une logique de recherche d'information et aussi de divertissement. Les marques, en fait, sont dans une logique de vente, de notoriété, mais après, il faut faire matcher, en fait, les deux. Et vraiment, là, pour le coup, c'est toujours de revenir sur ces personas et côté client-centrique, de se dire finalement, qu'est-ce qu'il va faire, avec quel état d'esprit, et du coup, quel contenu je lui amène. Si vous êtes, par exemple, je sais pas, si vous êtes sur TikTok, si vous faites des vidéos extrêmement informationnelles, mode d'emploi, ça va pas marcher. Il faut faire des trucs qui sont hyper rigolos, qui sont courts, qui sont où il y a beaucoup de peps en fait. Donc il faut vraiment aussi voir en fonction du réseau que vous allez vouloir investir, ce que la personne cherche sur ce réseau, quel est son état d'esprit quand elle y va, quel est aussi l'esprit en fait, parce qu'en fait vous êtes dans un flux d'informations avec plein de marques qui communiquent, et à un moment donné, pour sortir du lot, il faut aussi
à la fois être dans les codes, mais aussi surprendre par rapport aux codes, en fait. Et il ne faut pas être en déphasage trop fort. D'accord? Alors, le bon réseau pour vous, je ne surveille pas du tout l'heure, 9h36, c'est bon, je crois qu'on a jusqu'à, c'est bon, je suis dans les temps et on va même avoir un peu de temps, je pense, pour ensuite peut-être prendre plus de questions. Donc, j'ai mis comment recadrer ou cadrer sa présence web. Donc, il y a ceux qui n'y sont pas encore vraiment, il y a ceux qui y sont et qui disent, bon, j'ai pas encore bien l'impression que ça apporte en fait à la hauteur de ce que j'ai investi. Mais il faut vraiment se remettre dans la vraie vie, dans le parcours de votre client. Et j'ai repris ce schéma qu'on voit assez régulièrement sur Internet, en fait, sur le parcours. Il y a des moments. Donc, il y a le moment où vous êtes sur quelqu'un qui ne vous connaît pas. Donc, il y a le moment de la découverte, il y a le moment de la considération. Donc, c'est le moment là, ce que je vous disais dans le cerveau, il a repéré en fait que votre remarque en fait est quelque chose qui l'intéresse et il commence à vous considérer, il commence à lire vos messages, qui va aller en fait jusqu'à la conviction pour aller jusqu'à l'achat, et ensuite vous rentrez dans le cycle client du développement de la valeur à la fois pour le client et pour vous dans la relation dans le temps. Donc après, en fonction aussi de votre activité, cette récurrence et cette ligne du temps, elle est plus ou moins longue et plus ou moins forte. Et la personne, votre client, votre prospect, fait énormément de choses en fait. Donc il va chercher sur les réseaux sociaux, il y a le bouche à oreille, il y a éventuellement des articles de fond, enfin il y a un certain nombre de choses, il y a votre site internet, en fait il y a plein de choses et en fait il y a plein de points de contact. Juste, je refais un petit aparté sur l'importance aussi de l'authenticité et de ce côté en fait plateforme de marque, valeur de marque. Il y a plein de points de contact. Ce qui est hyper important, c'est que tous ces points de contact qui vous concernent, que ce soit si vous êtes dans une entreprise où il y a un accueil ou un service avant-vente, un service après-vente, des points de vente, etc., que tout soit très cohérent et que les valeurs de votre entreprise soient vraiment illustrées par tous vos points de contact. Parce que dans tous ces points de contact en fait que le client va avoir ou que le prospect va avoir avec vous, si c'est dissonant en fait d'un moment à l'autre, il va se dire mais c'est quoi cette marque en fait, je comprends rien et là ça avait l'air bien mais là je comprends pas et du coup comme vous êtes dans des environnements concurrentiels, tous ces petits accros en fait font qu'à un moment donné, vous êtes plus en capacité de séduire en fait vos publics. Donc attention aussi à la cohérence et à l'alignement interne de vos équipes par rapport en fait à ce que vous proposez comme valeur sur le marché. Et vraiment bien travailler sur ces notions de la valeur que vous voulez, donc la valeur voulue par l'entreprise et la valeur perçue réelle. Donc l'ancrage en fait sur la vraie vie. Et donc la personne va faire des tas de choses. Et donc, votre présence web, c'est pas que les réseaux sociaux. Donc, attention aussi, c'est vrai que, notamment, en fait, je le vois aussi pas mal dans les cours que je peux donner ou même avec des agences avec lesquelles je travaille où il y a beaucoup d'équipes un peu plus jeunes. Il y a un réflexe réseaux sociaux systématique qui parfois va un peu trop loin sans prendre en compte finalement la réalité de la cible et du marché. Notamment en fait quand on parle de sites internet par exemple et de trafic et de SEO, moi si je suis sur un marché de niche et que mon marché en fait en gros en face de moi j'ai un potentiel de 3000, 4000 ou 5000 entreprises seulement, je m'en moque d'avoir 100 000 personnes sur mon site internet. C'est pas ça le sujet. Je m'en moque d'avoir 20 000 abonnés sur ma page LinkedIn. Ce que je veux, moi, c'est une audience qualifiée. Donc, en fait, moi, j'ai 4000 entreprises cibles. Je me dis, bah, moi, mon contact clé, celui qui va signer, c'est le DG. Moi, je dois avoir dans mes abonnés une forte proportion de DG de ma typologie de client en fait. Donc attention aussi parfois à remettre en perspective cette course à l'échalote en fait en termes de volume à la réalité de votre marché et aussi de se dire que peut-être dans le site internet, moi j'entends aussi souvent dire non mais les sites internet maintenant c'est mort, ça sert à rien, c'est du passé. Non, c'est la vitrine de votre entreprise en fait. C'est-à-dire que tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, si vous êtes dans une logique de capter de l'intérêt et à un moment donné de capter du mail, ça va repasser par votre site internet parce que c'est votre site internet qui éventuellement va être connecté à votre CRM. Donc là, j'arrive sur les outils et sur la dimension digitale de cette activité qui est aussi à prendre en considération. Vous ne pouvez pas tout faire à la main parce que en fait, vous ne mettez pas en capacité d'exploiter en fait la data. Et aujourd'hui, l'exploitation de la data, elle est clé en fait pour gagner en puissance et en efficacité. Donc en fait, la relation entre vos réseaux sociaux et votre site internet peut être très très importante. De la relation importante, d'accord ? Du coup, vraiment prendre en compte en fait le parcours de votre client, tous ses points de contact, toutes ses habitudes, pour ensuite
recadrer votre présence web et bien articuler en fait les différents leviers. Donc là, c'est la même chose. Et là, les différents leviers, donc je suis aussi venue sur des leviers qui sont des leviers offline. En fait, vous avez aussi dans certains domaines d'activité, les salons, c'est non négociable. Mais un salon, ce n'est pas juste un rendez-vous one shot. En fait, un salon, quand on est dans un secteur d'activité, quand il y a un salon phare, je suis dans le monde, je sais pas, de la bijouterie, le salon Bijorka, ou je suis dans le monde en fait de l'informatique, le salon solutions RH par exemple, si je suis dans l'informatique RH, c'est des moments clés de l'année où non seulement il y a un point de rendez-vous sur lequel vous devez être, mais autour duquel, en fait, il va y avoir un éco-marché très important. Donc là, si vous faites un salon, n'oubliez pas la com d'influence, les relations presse, le fait que toutes les personnes qui vont parler de ce salon, à un moment donné, se disent, tiens, il y a cette marque sur le salon qui vous propose une expérience incroyable ou qui vous propose un truc qui n'existe pas. Donc pensez à ça, c'est tout l'écho qu'il va y avoir autour. Et pensez bien aussi à la dimension emailing, c'est-à-dire que l'emailing aussi, j'entends souvent dire non mais l'emailing c'est mort, on a tous 250 000 mails dans nos boîtes, on ne les lit pas. Bah, remettez-vous en perspective par exemple de votre propre pratique. Oui, il y a des tas de mails que vous ne lisez jamais parce qu'en fait, vous ne connaissez même pas la personne qui vous l'envoie. Mais dès que vous connaissez la personne ou dès que vous connaissez la marque parce que vous avez identifié qu'elle avait un intérêt pour vous, vous les mettez de côté, vous les lisez un peu plus tard. Donc en fait, et l'emailing, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes dans une relation de personne à personne. Donc, si vous avez réussi à capter un mail et petit à petit à vraiment qualifier le profil finalement de la personne qui est derrière ce mail, vous allez être en capacité de lui envoyer des messages qui lui correspondent. Et si vous êtes dans une logique un peu d'account management, avec donc là on est plus en B2B, avec une relation en fait à l'entreprise au travers d'une personne, votre commercial en fait va pouvoir aussi, quand il va envoyer un mail, rentrer en fait dans une relation de proximité qui va être hyper importante. Donc en fait, il faut combiner tout ça. Et les réseaux sociaux, c'est hyper important, mais c'est pas forcément une fin en soi. D'accord ? Il faut vraiment mixer. Et c'est ce qui vous permettra de recadrer votre présence web, mais de aussi remettre en perspective votre présence web par rapport en fait à la globalité des leviers que vous devez actionner dans votre plan d'action marketing et commercial. Alors, je vais passer assez vite là-dessus parce que ça, vous l'aurez en fait dans les slides. En fait, c'est les types de contenus en fait par plateforme, les objectifs aussi à viser par plateforme et les KPI en fait, c'est-à-dire les indicateurs qui vont vous permettre à un moment donné de vous dire, ben là, j'ai publié quelque chose, l'indicateur que j'ai mis en fait pour mesurer est bon ou n'est pas bon, et donc vous permettre à la fois d'amplifier ce qui marche, de reconfigurer ce qui marchait pas si ça doit l'être, ou d'arrêter ce qui marche pas parce que ça doit être arrêté parce que vraiment c'était pas une bonne idée. Et il faut vraiment aussi ouvrir un peu le champ des possibles. Il y a des choses qui vont nous paraître des mauvaises idées parce que dans notre mindset et dans notre façon de fonctionner, ça nous intéresse pas, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, mais on n'est pas représentatif de nos cibles. Donc des fois, ça vaut le coup aussi de tester des trucs parce que vous avez quelqu'un dans votre équipe qui dit mais je t'assure, ça il faut qu'on le teste, etc. De lâcher vos croyances et vos convictions, de tester. Et comme vous avez mis un indicateur de mesure, vous êtes capable de tester et de mesurer, en fait, peut-être que vous allez découvrir qu'il y a des trucs que vous ne pensiez pas que ça marcherait, et bien ça marche super bien. Et comme vous êtes dans un environnement potentiellement qui est très bruyant, c'est-à-dire que vos concurrents font des tas de choses, et vos concurrents, même au sens large, tout le monde fait des tas de choses, on est aujourd'hui surstimulé, sursollicité. Les innovations et les trucs qui sortent un peu du lot, en fait, à un moment donné, ça marche. Si on prend par exemple une marque comme Michel et Augustin, qui est une vieille marque maintenant, mais quand Michel et Augustin s'est lancé et qu'a commencé à faire ses campagnes de pub dans le métro avec les gens de la boîte, qui allaient dans le métro, qui faisaient des petites vidéos, si je vous parle de ça, je crois qu'il y a 15 ans maintenant, tout le monde se moquait. Ils ont réussi en fait à créer une émotion et une adhésion de cœur avec leur public qui les a vraiment fait décoller. Donc, et alors que tout le monde pensait qu'au départ que c'était une mauvaise idée et que c'était pas pro, c'était mal ficelé, etc., etc. C'était juste authentique et ça a marché en fait. Donc vraiment, n'hésitez pas en fait à tester et à remettre aussi donc en perspective ce que vous vouliez faire par rapport en fait au code et au fonctionnement de chacun des réseaux, et toujours en vous mettant en position de mesurer les résultats. J'ai pris là
Enfin, j'ai fait juste 2 slides, une sur B2C réseaux sociaux et l'autre sur B2B réseaux sociaux. En B2C, vraiment le sujet, surtout si vous êtes en B2C sur un marché de masse, en fait, c'est vraiment de susciter l'engagement et la viralité. Donc bien sûr que là, les réseaux sociaux, alors j'ai mis Instagram, Facebook, TikTok, mais parce que c'est aujourd'hui les dominants en termes d'audience. Maintenant, par rapport à votre marché, ils sont peut-être pas du tout pertinents. C'est vraiment, en tout cas, il y a un poids très important sur les réseaux sociaux pour aller chercher en fait cet intérêt, l'engagement et la viralité. C'est de compter, on rêve tous quand on est une marque B2C, j'ai travaillé pour des réseaux de restauration, de petites boulangeries, on rêve tous de l'influenceur qui va faire un buzz sur sa marque et qui fait que le lendemain, en fait, vous allez être à guichet fermé et que vous allez être débordé. On en rêve tous. Maintenant, pour arriver à ça, c'est pas simple, mais en tout cas, on sait que quand on est en B2C sur un marché de masse, en fait, c'est un peu la vision cible et c'est un peu ce qu'il faut réussir à obtenir. Et après, il y a vraiment un objectif notoriété que j'ai mis à gauche, l'objectif vente à droite. Attention aussi après de ne pas juste alimenter en fait de la com. Ça sera peut-être très sympa, ça fera peut-être plein de choses, etc. Mais aussi après de vous mettre dans une capacité de conversion. C'est-à-dire peut-être qu'à un moment donné, par rapport à votre domaine, il faut aussi penser à aller faire en fait du social selling. Maintenant, tous ces réseaux-là en fait donnent la capacité de faire de la vente et de regarder comment vous maillez en fait vos posts qui sont en fait vos publications qui sont plutôt à des fins on va dire promotionnelles, publicitaires, avec en fait le passage à l'action vers la vente. Est-ce que vous mettez un coupon, est-ce que vous mettez une offre, est-ce que vous mettez une durée, est-ce que vous faites des trucs événementiels, mais en tout cas toujours avoir cette logique de ok, j'ai créé du buzz, j'ai créé du trafic et maintenant comment je convertis en vente. Et n'oubliez pas aussi, parce que ça je le vois souvent notamment en B2C, le Google My Business, en fait c'est quelque chose qu'il faut surveiller vraiment comme le lait sur le feu, parce que c'est vraiment porteur en fait de transformation. C'est-à-dire que je reprends l'exemple, vous êtes dans un quartier, vous cherchez un truc pour manger, vous prenez vous ouvrez votre map et là vous voyez des points de vente. Et ben comment vous sélectionnez celui où vous allez? Sur les avis en fait. Et tous ceux qui se rapprochent de 5 forcément marcheront mieux que ceux qui sont à 3, etc. Ok. En B2B, là, j'ai juste centré sur LinkedIn parce qu'en fait, on sait que LinkedIn, c'est un réseau qui est quand même, notamment quand on est sur des décideurs, qui est important. Quand on est aussi sur des problématiques de recrutement, on sait que c'est important. Mais ce que je vous mettais dans le schéma, en fait, en B2B, c'est peut-être pas là, c'est peut-être pas sur ces segments-là qu'il faut aller investir en fait sur d'autres réseaux sociaux. Mais par contre, le point clé, c'est comment je capte la donnée. Donc là, souvent, ça passe par des formulaires, ça passe par le site internet. Comment mes commerciaux se mettent dans une position de social selling, mais là en utilisant LinkedIn en fait pour aller rentrer en contact one-to-one en fait avec leurs prospects cibles. Et donc là, avec toute la matière que l'entreprise met à disposition pour les aider en fait à publier et à se réapproprier en fait la valeur de l'entreprise en rajoutant leur propre valeur. Mais après, tout l'enjeu, ça va vraiment bien être le tracking de la donnée. Et en B2B, en fonction des volumes que vous adressez, c'est vrai que les sujets CRM sont des sujets vraiment clés et structurants aussi dans leur intégration dans l'écosystème. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un réseau LinkedIn, un site internet et un CRM, attention à ce que vous puissiez de façon automatique transmettre la data sans avoir à faire de ressaisie pour que vous puissiez vraiment capter et tout de suite réagir dès que vous avez un mail, il y a quelque chose à faire derrière en fait. Okay, donc on est vraiment là dans une logique où effectivement les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, ont une importance, mais ont une importance dans la mesure où vous avez un système d'information en fait qui est capable derrière en fait d'aller exploiter ce que vous avez généré sur les réseaux sociaux. Et sur le B2B, vraiment, ce qui est très important, beaucoup plus que sur le B2C, c'est la synergie marketing-commerce. Et là, c'est là aussi que les sujets d'alignement sont très importants, c'est de se mettre aussi en capacité en interne, finalement, d'avoir des équipes qui parlent des mêmes objectifs, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire dans une entreprise qu'un service marketing qui passe son temps à dire non, mais moi, je suis au rendez-vous, j'ai 250 000 visites, j'ai réussi à avoir tant d'abonnés, etc. Le commerce dit ok, mais
Tu m'as donné combien de leads? Donc déjà, ils ne parlent pas de la même chose. Et en fait, devrait vraiment aligner pour que marketing et commerce, finalement, tirent dans le même sens et les mêmes objectifs. Et il n'y a pas 50 000 objectifs dans une entreprise. L'objectif que le marketing et le commerce doivent se partager, c'est l'objectif de chiffre d'affaires, c'est l'objectif de résultat. Et après, chacun met en œuvre les dispositifs métiers de son périmètre qui vont permettre d'atteindre ces résultats. Mais la synergie est importante. Et après aussi, pas que dans un sens, c'est pas que le marketing qui doit donner des bons leads. Pour que le marketing donne des bons leads, il faut que le commerce aussi soit diligent sur le traitement des leads et fasse des retours très constructifs au marketing en disant attention là, je pense que cette cible-là, c'est pas tout à fait bon, là, ces leads que tu m'as donné, en fait, c'est pas tout à fait, on va perdre trop de temps, et aide en fait le marketing à gagner en pertinence sur la compréhension des enjeux clients et du terrain. Donc on est vraiment sur un cercle vertueux à mettre en place. Et si en plus vous avez un service après-vente ou un service avant-vente, là aussi c'est super important. L'ADV est super important parce qu'en général c'est eux qui sont en première ligne des réclamations. Et vraiment de créer en fait ce partage d'informations et cette cohésion interne et cette coopération interne qui va vous permettre en fait de gagner. Et moi je suis vraiment intimement persuadée qu'en travaillant sur cette synergie, cette cohésion et cette coopération, on gagne déjà des points de croissance et de performance. Voilà. Le pilotage, je vous l'ai dit plusieurs fois, vraiment. Donc là, après, en fonction de votre domaine d'activité et des dispositifs, vous n'aurez pas les mêmes KPI, vous n'aurez pas les mêmes indicateurs de résultats, et de bien vous mettre en position d'analyser. Et aussi, si vous êtes une entreprise un peu plus dimensionnée, de demander et de donner le temps à vos équipes aussi de l'analyse, parce que souvent quand on fait de l'analyse, on fait aussi un peu de l'introspection, et à un moment donné, peut-être d'avoir des points de rencontre marketing-commerce aussi sur les tops et les flops, dans une logique bienveillante, bien entendu, mais quand la personne se met en analyse de son dispositif, déjà elle trouve des solutions, et déjà elle se met en mouvement. Alors que quand on ne fait pas l'analyse, on reste dans une impression, ouais, ça a plutôt bien marché, mais on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas quoi, donc on n'est pas capable d'amplifier, on n'est pas capable de capitaliser sur ce retour d'expérience. Voilà. Ben voilà, je suis au bout et j'ai même pas débordé. Pas encore. Pas encore. Alors sur les questions, oui les slides. Je comprends pas la question. Je ne vois pas LinkedIn service européen français. Je comprends pas bien la question, donc je veux bien peut-être un peu de précision. Pouvoir évoluer vers des nouveaux réseaux sociaux quand on veut partir de Meta. Donc, je ne sais pas pourquoi vous voulez partir de Meta. Honnêtement, Pixfeld, Blue Sky, Mastodon, je ne les connais pas directement. Je ne sais pas, je n'ai jamais déployé des choses là-dessus. Donc, il faut trouver de la matière. Mais en fait, je vais revenir là sur ce point, Frédéric. C'est vraiment comment évoluer vers des nouveaux réseaux sociaux. Vraiment, cette analyse, cette prise de recul, pourquoi vous voulez évoluer. Est-ce que c'est vrai que des fois, il y a moi, je sais que je me suis enlevée de X pour des raisons de conviction, mais qu'à un moment, peut-être que dans une de mes boîtes, je serais obligée d'y retourner. Pourquoi vous voulez partir de Meta? Et après, qu'est-ce que vous voulez faire sur les autres? Et de reprendre le temps de cette analyse. Et je suis sûre, en fait, qu'après, vous allez pouvoir... comment, je ne sais pas répondre au comment, c'est déjà répondre au pourquoi. Et le comment, c'est dans quel ordre de marche vous voulez y aller et avec quel code par rapport à ces nouveaux réseaux. Est-ce que... vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, il reste... Violaine, je crois qu'il y avait une question sur les recommandations pour une boîte de service, pour une société de service. Pardon, je ne suis pas allée dans le chat. J'étais dans le chat, oui. J'ai vu, après ma question, alors ok, quel réseau conseillez-vous capter pour une société de service? Alors, c'est un peu vague. Vous êtes quoi? Service à la personne, voilà. Service aux entreprises. Alors, peut-être vous pouvez répondre dans le chat si vous êtes encore là, Martine. Mais peut-être on peut répondre si vous êtes une société de services informatiques, de conseil. C'est ça, en fait, mais il y a plein de... Enfin, il n'y a pas une seule réponse. Cécile est en train de répondre là. Ah, alors non, société RH externalisée. Alors, Martine, en fait, RH externalisée. Donc, vous faites du service RH externalisé. Donc, j'imagine que vous prenez en charge la paye, etc. pour vos clients. Là, en fait, c'est quoi votre client principal? C'est probablement le DRH ou le RH ou le responsable paye, j'imagine. Donc, en fait, j'aurais tendance à dire que là, c'est LinkedIn. Et c'est en allant chercher cette audience et en publiant des contenus qui sont à composante RH et quelle valeur vous apportez.
Vous n'êtes pas un service de RH externalisé. Votre client, ça, il s'en moque. Qu'est-ce que vous lui apportez comme service dans son quotidien? Donc, vous le soulagez, vous lui faites gagner du temps. Dans le domaine des RH, je pense aussi que vous allez l'aider sur les contrôles URSSAF à être dans les clous et pas se faire retoquer. Donc, trouvez en fait le moteur de votre public, en fait, de votre cible, et je pense publier sur les réseaux sociaux, en fait, des messages qui vont aider. Organisateur d'événements, ben là encore, quel type d'événement? Vous êtes quoi? Vous êtes dans l'audiovisuel, vous êtes dans le bijou, vous êtes donc toujours en fait cette réflexion un peu haute. Alors là, en fait, quand je vois toutes les questions, je pense qu'on va rentrer en contact direct, en fait, à un moment donné. En fait, là, parce que je peux pas répondre, je peux pas vous faire votre plan d'action en 1 seconde. Hein. Quel CRM vous conseillez à utiliser pour une toute petite équipe? Il y en a des tas, des CRM. Vous pouvez même faire du no-code. Vous avez des solutions comme Damas, par exemple, qui vous permettent de faire des petits CRM déjà à la maison. Mais quelles ressources vous avez en interne pour le faire? Ça aussi, quel CRM? Mais quel CRM et quelles ressources en interne? Est-ce que vous avez quelqu'un qui est un petit génie de l'informatique, qui est hyper à l'aise, qui va pouvoir faire des trucs? Est-ce que vous avez 0 bande passante et là, il vaut mieux passer sur une solution en SaaS déjà clé en main? Voilà. En fait, je vais vous faire la réponse de ZZ. Ça dépend, ça dépasse, en fait. Voilà. Mais en tout cas, je vois c'est bien parce que je vois qu'il y a B2B énergie. Bah oui, l'énergie, c'est notamment mon client énergie qui voulait pas aller dans les réseaux sociaux parce qu'il disait qu'on racontait que des bêtises. Mais ça dépend aussi dans quel domaine de l'énergie. Vous êtes quoi? Vous êtes sur de l'hydrogène? Vous êtes, enfin voilà, il y a plein de. Je suis désolée, en fait, il n'y a pas de réponse toute faite. Et c'est ça qui est formidable dans le marketing, c'est qu'en fait, on est sans arrêt en train de remettre en perspective ce qu'on sait faire d'un contexte, d'une ambition et d'une réalité d'entreprise. Parce que là encore, faire un plan d'action n'est pertinent que s'il est adapté à ce qu'est l'entreprise, en fait. Donc, il y a plein de combinaisons possibles. Bah, coiffeur, Planity, est-ce que vous êtes sur Planity? Parce que les gens prennent pas mal... ou l'autre, là, où il y a plein de promos, en fait, je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. Bon, écoutez, merci pour toutes vos questions, mais je ne vais pas pouvoir répondre parce que là, on rentre dans le détail du détail. Et en tout cas, n'hésitez pas via DigiSpeed, en fait, à aller sur le site et à rentrer en relation. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on peut prendre le temps d'une petite demi-heure de discussion informelle pour voir, en fait, dans quelle mesure, déjà, on peut vous apporter des réponses. Et puis, si ensuite, vous avez besoin d'être accompagné, bien entendu, on le fera avec grand plaisir. Et pour ajouter à ce que tu disais, Violaine, n'hésitez pas à aller sur la plateforme digiswing.io. Il y a un chat. Hein, et donc, si vous n'avez pas reçu votre replay, si vous n'avez pas reçu les slides, si vous avez une question, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ouais, il y a aussi l'autodiagnostic. Et vous postez sur le chat et on réagira le plus vite possible. Et on a fait aussi, Eric, tu te souviens, on a fait un petit autodiagnostic aussi sur sur les réseaux sociaux. Remplissez le petit autodiagnostic. Alors, il est assez macro, là encore, parce que l'enfer, j'avais un directeur commercial qui me disait toujours l'enfer est dans les détails. J'aime pas trop cette expression parce qu'on a l'impression du coup qu'on peut rien faire, mais en même temps, il a pas tort. Mais ce petit autodiagnostic peut peut-être déjà vous aider un peu à pondérer. Donc, n'hésitez pas. Très bien. Écoutez, merci à tous. Et merci. Je repasse la parole à nos amis de CPME, à notre ami de CPME. Merci beaucoup, Eric et Violaine, pour ce webinaire très intéressant. Je vois que ça a pas mal fait réagir, notamment dans le chat. Vous allez effectivement pouvoir recevoir le replay de ce webinaire. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à contacter DigiSpin ou à revenir vers nous, qu'on puisse faire le lien si besoin. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.